La dernière séance municipale de Percé a été ponctuée entre autres par des dossiers judiciarisés, des congédiements, des démissions et des votes contestés. C'est à se demander si on était au palais de justice ou à une séance du conseil municipal, tellement les dossiers judiciarisés se multiplient à Percé comme autant de preuves d'une administration confrontée à un passé difficile. Honoraires et frais d'avocat de plus de 29 000 $ concernant une cause entre les entreprises et la Ville dans le dossier de la redevance touristique, plainte d'un cadre devant le tribunal administratif du travail concernant son congédiement récent, mandat d'accompagnement de représentation à un cabinet d'avocats dans le cadre d'une situation de relation de travail et entente de règlement hors cours. À quoi s'ajoutent 2 démissions et de congédiement de 2 employés temporaires. Cela dit, lors de la période des questions, on notera entre autres qu'il a été question de frais d'avocat, d'eau potable, d'un débat des candidats à venir, de manque de stationnement à la Villa James, de nuisances sonores et de dos d'âne sur la rue du Cap-Barré. Alors, au point 1.9, j'ai une question pour vous. Les frais payés des avocats, c'est les avocats de la Ville qui vont être payés pour les... J'aurais les frais de la Cour de la redevance. Ce sont les avocats pour la Ville qui vont être payés. Comme Madame la mairesse, le projet de leçon qu'elle a eu, il y a 4 factures qui sont Tremblay-Bois, avocat qui étaient les avocats de la Ville, et l'autre facture de Sylvestre, avocat qui était effectivement l'avocat de la partie adverse. Ce ne sont pas des honoraires complètes, c'est des frais. Pour les frais de cours que la Ville a dû payer, vu son retrait. Pourquoi est-ce qu'on paye les frais de cours de la partie adverse? La Ville s'est retirée. Pourquoi paye-t-on les frais de la partie adverse? Parce que la Ville s'est retirée. Vous ne répondez pas? Parfait. Alors, autre question? Vous comprenez ça? Ça a été traité avec nos procureurs. Pardon? Ça a été traité avec nos procureurs. Pourquoi que la Ville paye la facture des gens adverses? Ben, je pense que notre procureur, il communiquait avec ses avocats. Oui. On n'est pas juste, c'était pas juste notre procureur, il communiquait avec les avocats pour ça. Ça fait que, il y avait notre procureur, mais on avait ces avocats-là aussi dans le dossier. OK. À la question, des travaux pour la rue du Mont-Gelé. 1.4. Parce que les travaux d'aqueduc qui s'en viennent sur le Mont-Joli, la rue du Mont-Joli, il y aurait moyen de savoir pour les maisons qui sont là, les habitants qui y sont, la durée, quand ça va être fait, la durée, et surtout avertir les gens. Monsieur Fréchard, s'il vous plaît. Merci. Parce que s'il y a interruption d'eau, vous comprenez, ce sont des personnes âgées, à part moi, je suis jeune. Ce sont tous des personnes âgées qui demeurent là. Alors, s'il faut amener de l'eau, s'il n'y a pas d'eau, tout le monde est âgé, à part moi. Alors, il y a moyen de savoir la durée du temps, quand ça va se faire exactement. Les travaux devraient se dérouler du 16 septembre au 1er novembre. Comment vous allez faire si vous coupez l'eau, quand vous allez couper l'eau? Pourquoi vous présumez qu'on va couper l'eau? Je ne sais pas, ce sont les travaux d'aqueduc. Les branchements en eau potable vont être assurés par les contracteurs, ainsi que, autant que possible, l'accessibilité à leur propriété. Ils seront prévenus par une lettre. Ça nous prend l'accessibilité, ce sont des personnes âgées. Et ma mère, a 101 ans, et la voisine, qui en a 91. Effectivement, nous avons pris en considération les inconvénients que ces travaux-là pourront faire et on va y remédier de la bonne façon. Parfait, merci. Autre chose, j'ai une annonce à faire qui n'est pas une question, mais j'aimerais faire une annonce pour le point 1.6 qui concerne les élections. Comme j'ai devenu pratiquement une petite tradition à l'Oasis, au gymnase de l'Oasis, il y aura un débat des candidats à la mairie. Ça va être quand? Pardon? Ça va être quand le débat? Ça va être le 2 ou le 3 octobre, un mercredi ou un jeudi soir à 7 h. On invite les candidats à se présenter. On va les rencontrer avant de toute façon. Il va y avoir un petit comité qui sera formé. Et, les questions seront posées par les journalistes. Alors, ça va se faire en toute
en toute amitié, on l'espère. Chacun des candidats aura 5 minutes pour répondre, va présenter son discours avant, comme on fait d'habitude. Pourquoi c'est par les journalistes cette année avant, les citoyens qui pouvaient poser des questions? Est-ce que c'est toujours les questions seront posées par des journalistes, comme ça se fait toujours, pour assurer une certaine neutralité. C'est sûr que ça va poser sur des dossiers, ça va poser sur leur programme électoral et tout ça. Mais les questions sont posées par des journalistes. Si le comité le décide, il y aura peut-être 1 ou 2 questions qui vont être posées par le public, mais des questions qui seront mises en table d'une boîte à l'arrivée du monde et puis qui seront pigées. Okay. Mais ça, on ne sait pas encore. Est-ce que vous pouvez demander à la Ville pour nous donner la date exacte? Oui, on va le publier, la date exacte. Puis je serai ici le 27. C'est le 27 la mise en... C'est fini? Alors, on sera ici le 27 pour rencontrer les candidats et tout. Donc, on va rencontrer aussi les candidats avant pour expliquer le fonctionnement et tout. Et ça va se faire au gymnase de l'Oasis. C'est le troisième débat qu'on fait pour les élections de la Ville. Okay. Juste, si vous mettez sur Facebook, juste à la Ville pour qu'on puisse le mettre sur le Facebook de la Ville. Oui, on va le mettre. Ça devrait être décidé assez tôt, là, la date exacte. Il faut contacter aussi les journalistes. Excusez, Mme Baudin, vous parlez des maires. Est-ce que les conseillers du district 8 vont embarquer dans le débat aussi? Non, parce que c'est juste, en fait, le débat des maires, il n'y a qu'un district. Hein. Ah, OK. Il y a juste un district, fait que si le débat devait y aller, il devrait se faire là-bas, je pense. OK. En 25, on va avoir le débat complet. Parfait. Merci. C'est sûr. Merci. Non, c'est à Bonsoir, Daniel Bourdin. Bonsoir. J'aurais 2 points, si c'est possible. Je vais juste lire un petit extrait d'un article qui est apparu sur la presse cette semaine, le 30 août plus précisément, et c'est sur la gestion de l'eau comme ressource épuisable et inépuisable, n'est-ce pas, au Québec. Fait que juste un petit extrait, parce qu'on parle de Bercy. Les chiffres recueillis par le gouvernement sont éloquents, c'est très clair. Chaque jour, les ménages québécois consomment non pas 10 ni même 100 litres d'eau par personne, mais plus de 250. Certaines municipalités atteignent même des sommets. En 2022, Montréal, on parlait de 332 litres par habitant par jour. À Percé, 570. On sait que c'est le tourisme qui fait grossir le nombre de litres, on s'entend là-dessus. Moi, où je m'interroge, c'est que je m'inquiète parce que cet été, on a eu une très longue période, pas d'eau. Hein? Il y a certains puits qui sont venus à sec. Est-ce qu'on a la capacité de continuer à accueillir autant de gens dans Percé? Est-ce qu'on peut tenir cette mesure-là longtemps? Est-ce qu'il y a un plan de gestion d'eau? Est-ce qu'il y a un suivi serré d'eau pour s'assurer que les résidents des entreprises de Percé ont de l'eau? On a justement discuté aujourd'hui, ça fait que M. Fréchette, pouvez-vous répondre, s'il vous plaît? Avec plaisir. On commence à considérer qu'effectivement, les changements climatiques vont affecter l'ensemble de la population. Peu importe où ils seront, parce que nous avons déjà des informations à l'effet que les puits de surface sont déjà taris, à cause justement du manque de pluviométrie. Ceci nous fait reviser, bien entendu, ce qui est considéré comme sécurité publique. Donc, on va être obligé de réfléchir véritablement aux services qu'on peut accorder à la population qui souffre de ce manque d'eau des résidences. L'autre chose, par rapport à la consommation due au tourisme, il a été, je pense, affiché ou proposé des mesures publiques de rationnement d'eau. Est-ce qu'elles ont été suivies? Ça, on ne peut pas le mesurer. Deuxième élément aussi, c'est que nous sommes très en retard sur l'implantation des compteurs d'eau. Vous vous rappelez que j'ai déjà fait moi-même quelques interventions en tant que citoyen sur ça. Je veux entreprendre avec les personnes responsables à la Ville une rédaction d'un appel d'offres concernant l'implantation des compteurs et l'achat des compteurs comme tel. Donc, ceci devrait non pas se régler l'ensemble du problème, parce que la première phase sera expérimentale
auprès de certaines entreprises et certains citoyens, certaines résidences. La Donc, ville de Cresté, il y a déjà des compteurs rouges dans les communes. les expériences que nous avons consultées ne sont pas probantes partout. Il y a une certaine prudence dans l'administration de ce type d'instrument. Il y a 4 scénarios possibles. La ville paye tout, achat de compteurs et installation. La ville ne paie rien, ni compteur ni installation. Et les deux, entre les deux, c'est on paye l'installation, mais la personne paye le compteur, ou nous payons le compteur, le résident paye l'installation. On verra avec les autres expériences dans d'autres villes quelle est la meilleure formule en fonction de l'acceptabilité de la mesure. En longtemps qu'on se penche sur la question et que c'est pressant. Exact. Et je vous l'accorde, c'est quelque chose qui est vital dans l'ensemble de réflexion de la direction générale. Ça peut même aller, si vous me permettez, à se poser la question. Si on a un promoteur qui arrive et qui veut se construire un 60 unités ou un 50 unités, est-ce qu'on a la capacité d'avoir encore plus de touristes dans une période qui est relativement courte? On peut dire un mois, c'est assez condensé. On y a goûté cet été en masse et c'est pas terminé. C'est bien pour le commerce, mais il y a des ressources aussi. Hein? Il faut se poser la question. Oui, la discussion qui est actuelle et qui va prendre probablement une meilleure allure, si on veut, c'est le questionnement par rapport à l'ensemble de la MRC, parce qu'on est tous géographiquement ou géologiquement à la même enseigne. Okay? Donc, la nappe phréatique qui se déroule, on n'a pas de mesure actuellement par des hydrotechniciens. Donc, il va falloir faire une certaine cartographie de la dangerosité des zones, que ce soit au niveau montagneux ou au niveau du rivage, parce qu'il peut y avoir pénétration de l'eau saline, alors que les gens avaient de l'eau douce avant. Et du fait de l'amoindrissement de la couche de l'eau douce, c'est sûr qu'il y aura pénétration. Donc, il faut compter sur la nature pour avoir un peu plus de pluie, mais il va falloir avoir des mesures de mitigation lesquelles on peut mieux contrôler. Alors, merci de votre question. Je me fie. J'avais un deuxième point, si c'est possible. J'ai réalisé la semaine passée, finalement, quand la villa Frédéric James a ouvert, que je ne comprends pas, là, mais ce projet-là a duré pendant 3-4 ans. Il n'y a personne qui a pensé à les obliger à faire du stationnement pour recevoir leurs visiteurs. Il n'y a pas de stationnement à la villa Frédéric James. Les gens stationnent dans la rue. Il n'y en a pas. Il y a 3 beaux poteaux de métal qui empêchent les gens de rentrer dans l'entrée. Il n'y a même pas d'accès publié pour handicapés, il n'y a rien. Fait que depuis que les visites ont commencé, les gens stationnent dans la rue des deux côtés. On peut comprendre que là, ils ont retiré les camions à la fin de la saison puis des gros belles qu'il y avait. Mais l'été prochain, là, c'est pas une solution qui est viable d'avoir du stationnement des deux côtés de la rue. C'est trop étroit, c'est trop petit. Il faut vraiment penser à une solution. D'après moi, vous allez mettre des pancartes pour le stationnement le 15 juin, 15 septembre. Je peux comprendre. Mais je ne comprends pas que personne n'est intervenu pour leur dire pensez qu'au stationnement, vous recevez des visiteurs. Madame aussi, vous avez fait Ben, en fait, ça ça avait été réfléchi. Tout ça, c'était à la base de projet qui était supposé d'après ça par l'association avec le stationnement où il y a l'ancien bâtiment de la Sûreté du Québec. Fait que là, il y a peut-être après ça, il y a eu un manque. Ben, à la base, ça se posait d'être ça. Après ça, est-ce qu'il y a eu un manque de communication entre l'entrepreneur et la ville, ça se fait aussi. Mais à la base, le stationnement était supposé d'être là pour le Frédéric James. Pour être honnête, pour les places de stationnement pour les gens handicapés, je sais pas si ça avait été pensé, mais à la base, ça se posait que ça serait de vérifier avec eux. Il y a ce nouveau commerce-là pour le stationnement. Il y a 2 commerces au village. Au village, pour ne pas le nommer, qui a mis des beaux gros de fleurs en avant de chez lui. Sa section commerce, les gens ne peuvent pas stationner. Puis au centre du village aussi, il y a quelqu'un qui a mis des bacs à fleurs pour empêcher les gens de stationner. Et c'est un commerce. Ça fait que vu l'achalandage touristique, vu l'augmentation du nombre de véhicules, vu personnellement toutes les questions qu'on a sur les possibilités de stationnement, parce que vous savez que je travaille partiel au temps de bureau d'information touristique, les gens sont excédés par le stationnement, là, ils n'en peuvent plus. Il faut vraiment que la ville se penche là-dessus, parce qu'on se dessert actuellement. On ne se sert plus. On ne sert plus des touristes.
On se le dit, les gens ont une piètre opinion de l'accessibilité des services. Je vous laisse là-dessus. On prend ça en note, madame. Bonne soirée. Merci. Bonjour, Jonathan Massé. Il va y avoir un petit préambule, mais il y a une question qui arrive à la fin de ça. Je voulais savoir concernant le règlement numéro 461-2013, je sais que vous n'avez pas ça par cœur, c'est pas à la réunion de ce soir, c'est le règlement qui est relatif aux nuisances. Je vous explique, je vais vous faire une petite mise en place de la situation. Dans ce règlement-là, l'article 3, on définit le bruit, nuisance et travaux, qui dit que constitue une nuisance et est prohibé de le faire, de provoquer ou d'inciter à faire de quelque façon que ce soit un bruit susceptible de troubler la paix, le bien et le bien-être du voisinage. Okay? À l'article 5, on nous dit qu'il est défendu à toute personne de nuire à la tranquillité ou au bien-être du citoyen en utilisant de façon trop bruyante une radio, un phonographe, un piano, ainsi que tout autre instrument, groupe d'instruments producteurs de son sur une place publique et à l'intérieur ou à l'extérieur d'une habitation. Si on va plus loin, à l'article 23, on a, dans le fond, les infractions et pénalités qui parlent d'une amende passible de 100 à 300 $ par jour. Donc, par le passé, je suis déjà venu vous voir pour toutes sortes de raisons. Au niveau, en 2019, on m'avait dit être très sensible, ceux qui étaient présents à ce moment-là, et qu'on allait analyser la situation par les règlements, mais il y a déjà certains règlements en cause à ce moment-là. Et plus tard, on m'a dit que finalement, on n'allait pas faire de règlement. Présentement, j'en reparle aujourd'hui parce que je voulais savoir qui est mandaté actuellement par la Ville si on a un problème de nuisance sonore. Parce que oui, il y a les choses comme les bars ou les choses comme ça qui peuvent être sporadiques, mais il y a un nouveau phénomène qui s'est installé présentement chez moi, sur tout mon terrain, à l'intérieur, dans ma chambre à coucher, à la caisse avant mon commerce, si je ne mets pas de musique dans mon commerce. J'entends 13 heures par jour une ritournelle de flûte qui est mis par un speaker extérieur. Le commerce dit en question ne l'entend pas à l'intérieur parce que jamais il pourra endurer ça à la journée longue. Ça fait 2 fois que je vais rencontrer la personne en lui disant que c'est un peu comme le supplice de la goutte. Là. À un moment donné, c'est pas que ça fait mal au départ et que c'est si pénible que ça, mais si dans votre propre demeure et à l'intérieur de vos commerces, vous entendez 13 heures par jour une ritournelle un peu insignifiante en continu, on peut devenir un peu agressif et ça nuit à notre paix et au bien-être. Ceci dit, il y a un règlement en cours, il y a des pénalités qui sont faites pour ça, pour ne pas nuire. Avec ce que je viens d'énumérer, je crois qu'il y a quelque chose en place. Qui, à la Ville, est mandaté pour ça? Qui contacte-t-on? Et c'est qui va aller rencontrer ces personnes-là et donner, dans le cas échéant, peut-être des pénalités pour que ça cesse? Je pense que M. Fréchette vient de prendre tout ça, notre son. Qui, à la Ville, qu'on peut contacter Mme Hubert? L'application du règlement, c'est marqué dans le règlement. Oui, comme je vous dis, là. Ça sort par résolution. Ça ne semble pas être indiqué, là. Donc, il est bien indiqué qu'il peut y avoir des pénalités. Ce que je dis, c'est que ça serait intéressant. Il n'est pas marqué qui à la Ville, et c'est un règlement qui date de 2013, fait qu'il y a peut-être eu certains changements. Mais je dis juste que ça fait plusieurs fois, et j'ose espérer, si le seul moyen de contrer le bruit, c'est par le bruit, s'il faut faire une démonstration de force jusqu'à temps qu'on dise qu'il y a vraiment de nuisance pour bouger, ça serait tellement désolant. Je suis allé rencontrer les personnes, je fais ça de bonne foi. Mais je crois que même si ce n'est pas une nuisance pour d'autres personnes à l'autre bout d'un rang en campagne, je crois que chaque citoyen a le droit à une quiétude à l'intérieur de ses murs. Puis la nôtre, elle n'existe plus en ce moment. Est-ce que je peux vous demander de quelle heure à quelle heure? De 9 h le matin jusqu'à 10 h le soir. Et on a le droit jusqu'à 11 h le soir. On a le droit de faire du bruit, mais on n'a pas le droit de nuire à la quiétude de quelqu'un d'autre. Donc, c'est bien ça qui est marqué, que ce soit par une télévision ou quoi que ce soit. On n'a pas le droit de nuire au bien-être. Donc,
Si vous, dans votre demeure, votre voisin met de la musique que vous entendez à l'intérieur de vos murs 13 heures par jour depuis 2 mois en continu, je calcule que c'est une nuisance publique. S'il n'y a pas de règlement actuel pour ça, je calcule que la Ville devrait faire un règlement, étant donné que certaines personnes ne semblent pas entendre le gros bon sens et semblent se foutre du bien-être du voisin. J'ai des commerces, je vous mets au défi, on a de la musique à l'intérieur de nos commerces, je vous mets au défi de passer devant nos 2 boutiques et d'essayer d'entendre la musique à l'extérieur. Je ne crois pas que ce soit nécessaire à aucun commerce de type galerie d'art d'avoir un speaker extérieur qui couvre jusque dans la moitié du chauffage. Le son porte beaucoup plus que cette personne-là semble penser. Donc, si jamais vous avez des réponses à savoir à qui s'adresser, vous avez mon courriel, je crois, ce serait intéressant parce que sinon, il va y avoir d'autres mesures que je vais devoir prendre d'une façon ou d'une autre. Merci. Bonjour, Jean-Luc Arbour, PPC. Moi, je reste à la rue du Cap-Barré. Ma question, c'est qui autorise de mettre des dos d'âne dans notre rue? C'est parce qu'on a eu une demande, vu que dans le Cap-Barré, c'est une place pour personnes âgées. Ça fait qu'on a eu, avant il y en avait, et maintenant ils ont demandé d'en avoir d'autres. Ça fait que ça faisait quand même une affaire de 3 ans qu'on les avait enlevés pour les mettre à Cap d'Espoir. Fait que là, il y en avait, puis ça fait qu'ils ont mis au Cap-Barré. Mais là, vous dites dans votre cour? Dans la rue du Cap-Barré. Dans la rue du Cap-Barré. Parce que moi, ça me dérange un peu à tous les fois, avec le bon véhicule, c'est bang, 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 bang. J'ai déjà vu une madame qui parlait à une autre madame qui marchait, puis ils sont forgés dedans. Quand ils n'ont pas tombé, grâce. Mais je croirais, là, moi je ne suis pas là pour chialer, je croirais qu'il y aurait d'autres solutions. On sait qu'il y a des personnes âgées, on sait qu'il y a des enfants dans notre rue. Pas beaucoup, mais il y en a. Oui, mais on ne pourrait plus arriver à mettre, c'est pas une limite de le faire. Parce que si on le fait dans la rue du Cabaret, comment ça se fait qu'on ne le fait pas dans la rue du Saint-Michel? Comment ça se fait qu'on ne le fait pas là, dans d'autres rues? Il y en avait auparavant, là, à peu près 3 ans, il y en avait, puis ils avaient pris, je me rappelle de ça, puis ils les avaient pris, puis ils ont mis à l'école à Cap d'Espoir pour les enfants. Mais là, nous autres, ça nous avait été demandé à plusieurs reprises d'en mettre là, vu que c'est une rue pour les personnes âgées. Ça fait qu'il y a beaucoup de monde qui circule, puis ça allait vite, puis ça nous a été demandé, ça fait qu'on a remis... Je suis strictement d'accord avec vous pour les personnes âgées et les enfants, comme je vous l'ai dit, mais on devrait trouver une autre solution que de mettre ces dos d'âne-là. Premièrement, ça brise la SAT tout le temps. Quand il défait ça, la SAT lève partout. Ça, je l'ai vu de mes yeux. Moi, je veux juste vous dire qu'on devrait trouver une autre solution que les dos d'âne. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.